Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième webinaire consacré aux légumineuses. Donc, on a passé les deux premiers webinaires, dans le premier qui était sur les légumineuses dans les couverts végétaux, donc des légumineuses qui allaient être détruites et venir enrichir en fait la fertilité des sols, notamment des exploitations agricoles. On a fait un deuxième webinaire sur la valorisation des cultures de rente type légumineuses, et notamment des légumes secs. Et donc là, on va faire un troisième webinaire sur la question de la valorisation en fait de ces cultures. Donc en fait, la mise en place de légumineuses sur les exploitations, si c'était simple, toutes les exploitations le feraient depuis longtemps. Et on se rend compte qu'en fait, il y a quand même une difficulté d'intégrer ce type de culture parce que derrière, il faut un débouché. Et la question de la débouché, c'est la consommation humaine et animale qui va être importante dans la stratégie en fait demain d'évolution de nos exploitations. Donc la question de l'évolution de l'alimentation animale sera traitée dans un prochain webinaire avec notamment des enjeux autour de l'autonomie protéique des exploitations d'élevage. Là, on va se concentrer sur ce webinaire sur la valorisation en fait des productions à destination de l'alimentation humaine. Donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est que l'agriculteur, en fait, il a plusieurs stratégies pour réussir à créer de la valeur par rapport à ça. L'un des intérêts des légumes secs, qu'on a traité la dernière fois, c'est que ces légumes secs, en fait, sont directement consommables. Quand on fait une production de lentilles, potentiellement, une fois qu'elle est récoltée, qu'elle est un peu triée, on peut la vendre à un consommateur. Donc, de façon stratégique sur les exploitations, ça va poser la question, en fait, de l'évolution même du mode de commercialisation de l'exploitation. Et donc, on verra qu'il y a certains agriculteurs qui peuvent se mettre à vendre directement ce type de production. Et autrement, en fait, dans les systèmes de filières un peu plus traditionnels, c'est-à-dire de vente dans des circuits plus ou moins longs, donc dans des systèmes coopératifs ou de négoce, la question aussi se pose de la construction de ce type de filière. Il est important de voir que, au regard des difficultés aujourd'hui qu'il y a d'évolution des modèles agricoles sur les années à venir, de prendre en compte qu'en fait, ces changements vont être plus ou moins longs, vont être plus ou moins avec des facteurs de réussite. Mais ce qui est certain, par contre, c'est qu'il y a une tendance lourde de changement vis-à-vis notamment de l'utilisation de la protéine végétale au sein de la consommation humaine, qui fait qu'il y a des marchés qui sont en train de se construire, qui sont en train d'évoluer et qui vont demain amener en fait des pistes de débouchés nouveaux pour les agriculteurs et notamment sur les agriculteurs de la région Occitanie, puisqu'on verra que ces légumes secs, enfin, on l'a vu déjà, mais on verra que ces légumes secs, c'est quand même une zone assez facile pour produire ce type de légumes secs. Voilà, donc je laisse la parole à Pauline qui va vous expliquer la suite du développement de ce webinaire. Bonjour, donc effectivement, comme l'a dit Frédéric, ce webinaire, il est consacré à la valorisation des légumes secs sur les exploitations. Donc pour ça, en fait, on a sollicité trois témoins qui ont soit développé des projets autour de la valorisation de ces cultures à l'échelle d'une exploitation et à l'échelle d'une coopérative. Et un troisième témoignage qui est plutôt là un accompagnement des projets de développement des légumineuses à graines. Et c'est accompagné en particulier par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Donc, nous aurons le témoignage d'un agent de la DRAF. Donc, pour démarrer, le premier témoignage nous vient de Sophie Roosevelt, qui est directrice de l'exploitation agricole du lycée d'Ozeville. Et donc, dans sa stratégie de valorisation de ses productions, elle a introduit les légumineuses qui ont permis de développer sa gamme et aussi dans un but de diversifier les voies de commercialisation. Donc, je vous passe la vidéo de Sophie Roosevelt. Bonjour Sophie. Du coup, est-ce que tu pourrais présenter l'exploitation et du lycée et qu'est-ce qui a été comme élément déclencheur dans le projet de valorisation en vente directe et en circuit court sur l'exploitation? Alors, l'exploitation du lycée, très rapidement, c'est une petite exploitation qui est située en zone périurbaine. On exploite 40 hectares sur les 70 hectares que nous avons, puisque 30 sont mis à disposition de l'INRA. C'est une exploitation du coup, sur laquelle nous avons réfléchi depuis longtemps à comment valoriser davantage nos productions pour faire face à ce contexte un petit peu particulier de faible surface, tout en prenant en compte l'intérêt en fait d'être en zone périurbaine et qui permettait d'avoir notamment
accès à une clientèle non négligeable. Donc, en fait, cette réflexion, pour revenir sur l'exploitation et ce qui fait qu'on a voulu travailler sur la vente directe, eh bien, ça remonte à il y a longtemps maintenant, puisque ça remonte à la mise en place des CTE qui avait abouti à un projet justement de développement de la vente directe et de diversification de l'exploitation. Donc les CTE, tu peux représenter ce que c'est rapidement? Ouais, alors les CTE, c'est les contrats territoriaux d'exploitation. Donc ça, c'était une mesure qui a été mise en œuvre dans la nouvelle loi d'orientation agricole en 99 en fait, et qui était un petit peu la première fois où en fait on commençait à prendre en compte le côté un peu multifonctionnel de l'agriculture. Et l'idée, c'était que les exploitations s'engagent à développer des mesures en faveur à la fois du côté environnemental, économique, social. Et donc, il y avait eu tout un projet à la fois de développement de la vente directe et de diversification dans ce cadre-là, en fait. Voilà. Avec des aides à la clé. Avec des aides à la clé, oui, tout à fait. Donc voilà, donc ça, c'est un peu le début. Donc, la diversification, au départ, elle s'est surtout faite, on avait de l'apiculture et des grandes cultures. La première diversification, elle s'est faite en développant un atelier de production animale de poulets, en fait, plein air. Donc, l'idée, c'était de valoriser plutôt, au départ, les produits issus de l'agriculture conventionnelle, puisqu'on avait déjà la moitié à peu près des surfaces en agriculture biologique et le reste en conventionnel. Et donc, toute la logique de diversification et de vente directe, elle était plutôt en direction de nos productions conventionnelles. Et puis progressivement, notamment il y a 6-7 ans, en fait, on a orienté cette stratégie en fait, de valorisation en essayant d'aller davantage vers la valorisation de nos productions en bio, qui étaient essentiellement vendues en coopérative et surtout, du coup, aussi pour les productions animales. Et donc, on a commencé à réfléchir à valoriser davantage nos productions bio en vente directe. Donc, ça a commencé par les céréales et puis après, s'est posé la question aussi des légumineuses à graines pour l'alimentation humaine. Donc, on a un magasin ainsi. Il faut savoir, on a un magasin de vente sur l'exploitation qui permet de valoriser nos productions, en tout cas une partie de nos productions. Et donc, justement, la place de des légumes secs dans la stratégie de vente en direct, en fait, quelle place ont-elles les légumes secs? Alors, déjà, les légumes secs, ils avaient déjà un intérêt important dans notre système de culture bio, en fait. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir maintenir et développer la place des légumineuses dans notre système de culture, sachant qu'on a arrêté en fait la production de poulets, donc on n'a pas d'élevage et donc on n'a pas forcément de retour de matière organique sur nos parcelles en bio. Donc ça, c'était un premier point. L'introduction des légumineuses, ça nous permettait aussi, enfin le développement en tout cas des légumineuses nous permettait aussi d'avoir un intérêt agronomique dans notre système. À partir du moment où on a développé la présence, alors c'était au départ pois chiches et lentilles en fait, on s'est posé la question de comment le valoriser dans notre stratégie de vente en direct. Donc la première étape, ça a été de se dire on peut valoriser les graines brutes, en fait, triées, etc. Donc ça a été la première étape. Et puis, on avait depuis un certain nombre d'années un atelier de transformation sous forme de pâtes de nos céréales, notamment le blé dur, en fait. Et on avait déjà basculé, en tout cas, la transformation... en tout cas, l'intégration de production bio dans la transformation sous forme de pâtes. Donc ça, c'était le grand épeautre. En fait, on a conçu une gamme de pâtes avec du grand épeautre. Et à partir du moment où on a développé la présence de légumineuses à graines sur l'exploitation, on s'est posé la question de l'intérêt, en fait, de pouvoir aussi intégrer les légumineuses dans notre gamme de produits transformés tels que les pâtes. Donc ça, on avait...
on avait eu un projet qui s'appelait Légumicante à l'époque, hein, qui nous a amené à nous poser la question de comment on pouvait favoriser l'utilisation de légumineuses dans la restauration collective. Donc, ça nous a mis en réflexion sur l'exploitation, avec aussi des élèves qui étaient associés. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire de la farine de légumineuses et puis d'intégrer cette farine-là dans nos pâtes. Et donc, du coup, on a fait des tests et ça s'est avéré assez intéressant. Et ce qui fait que nous avons progressivement intégré les légumineuses dans nos produits transformés. Nous avons une gamme de pâtes aux lentilles, notamment, qui existe maintenant sur l'exploitation. Et vous avez fait varier aussi, vous avez diversifié le type de légumes secs avec ces projets de transformation et de valorisation. Oui, du coup, parce que donc on est, par exemple, là sur les, même ne serait-ce que dans les lentilles, en fait, hein, le fait de regarder un petit peu les différents types de lentilles qu'on peut produire sur l'exploitation, ça permet aussi de diversifier un petit peu les choses. Donc cette année, on avait des lentilles roses, des lentilles vertes et des lentilles noires, par exemple. On s'est aussi posé la question des légumineuses un peu plus estivales, en fait, type haricots. Et donc là, on l'a aussi testé, alors de façon un peu, on va dire, expérimentale cette année. Mais l'idée, c'est en effet de pouvoir essayer de regarder au maximum l'éventail des possibles en termes de légumineuses à graines que nous pourrions valoriser sur l'exploitation. À minima en graines et puis ensuite en transformation. Donc, hormis les pâtes, vous avez testé d'autres types de transformation? Alors, on a fait des tests, il y a la farine, hein, donc farine déjà, donc on a aussi travaillé sur le côté, alors ça reste à l'état un peu d'expérimentation, on va dire, hein, mais on a un partenariat fort avec le lycée professionnel René Bonnet, qui a une section boulangerie, et depuis 2-3 ans, en fait, on travaille avec eux sur des tests de panification en intégrant des farines, alors en particulier farine de pois chiches et farine de lentilles. Donc ça c'est des tests, mais qu'on souhaiterait pouvoir poursuivre. L'idée, c'est d'arriver aussi à développer. Alors, l'objectif, c'est pas forcément que nous fassions la transformation, mais qu'on puisse favoriser, en tout cas, le développement potentiel de débouchés en travaillant sur des recettes qui pourraient être utilisées, par exemple, par des boulangers intéressés par l'intégration de légumineuses et l'intégration aussi de production, on va dire, locale. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, là aussi, ça reste un petit peu expérimental, mais on travaille aussi avec, on fait travailler nos bacs technologiques transformation sur des recettes intégrant des légumineuses et qui pourraient être intégrées notamment dans la restauration collective, notamment cantine, etc. Donc, ils ont par exemple travaillé sur alors ils avaient appelé ça des pâtes à tartiner sucrées et salées, à base de légumineuses notamment. Donc voilà, ça c'est l'idée, c'est au-delà. Alors on sait qu'il y a des choses qu'on est en mesure de faire en termes de transformation, notamment tout ce qui est pâtes. On a un atelier alors qui est de petite taille en fait, hein, donc qui est amené, enfin je pense qu'il devrait être amené à évoluer si on veut vraiment partir là-dedans de manière importante. Mais au-delà de ça, en fait, il y a des choses qu'on n'est aujourd'hui pas en mesure de faire, mais par contre, travailler notamment avec la pédagogie, avec nos partenaires sur des potentiels de valorisation, ça peut permettre aussi de développer, peut-être de faciliter le développement de débouchés pour ces cultures-là, qui sont souvent pas faciles à valoriser en vente en graines, quoi, hein. Le pois chiche, par exemple, ça reste, c'est pas forcément pratique d'utilisation pour les consommateurs, donc pouvoir faciliter l'utilisation, c'est quelque chose qui est important aussi. Voilà. Et aujourd'hui, justement, les acteurs avec qui vous travaillez, ils auraient les moyens avec vous de développer d'autres outils ou des choses dont vous auriez besoin pour justement augmenter cette transformation? Alors, c'est en tout cas une question qui se pose. Nous, sur l'exploitation, on a des freins un petit peu par rapport à la valorisation qui sont autour de tout ce qui est, on va dire, tri et stockage. En fait, avant de pouvoir transformer, il faut pouvoir être en mesure
de trier et de stocker dans de bonnes conditions ces productions-là. Et ça, c'est une des difficultés à laquelle nous, on est confrontés en tant qu'exploitation. Et je pense qu'un certain nombre d'agriculteurs peuvent être également confrontés à cela, en fait. Donc, il y a une question d'équipement qui n'est pas forcément évidente. Sachant que nous, on est en plus sur une exploitation avec des petites surfaces. Et donc, on a parfois de la difficulté entre se positionner entre être autonome complètement par rapport au tri et au stockage de ces cultures-là, c'est pas forcément évident. Donc, on est entre deux choses, entre la vente sur des filières un peu plus longues, type coopérative, et puis garder une partie de nos productions. Donc ça, c'est un premier, en tout cas, je pense que ça, c'est un des freins qui est important. La plupart du temps, en fait, l'investissement est peut-être pas suffisamment, l'investissement n'est pas suffisant, enfin, est trop important par rapport à la taille de notre exploitation. Donc, d'où l'idée, je pense, de pouvoir réfléchir à quelque chose peut-être de plus collectif, ou en tout cas un outil qui permette de commencer à travailler cela. Donc, ce serait plus sur le volet stockage, ouais, ça c'est, le volet stockage et tri. Alors, en fait, deux choses l'une, soit on développe quelque chose on ne l'assure pas nous-mêmes, en fait, c'est-à-dire on peut passer par des projets collectifs, mais aujourd'hui, c'est pas forcément évident quand on a des petites surfaces aussi, hein, puisque soit c'est sur de l'individuel, mais à mon avis, on doit se situer sur quelque chose qui est un peu sur de l'entre-deux, essayer de mettre en commun en fait des outils alors, notamment pour le tri, hein, autant on arrive à peu près à trier tout ce qui est pois chiches, et encore ça prend énormément de temps parce qu'il y a une part de tri manuel en fait, mais pour tout ce qui est lentilles, en fait, on n'est pas du tout équipé, donc on est un peu dépendant en tout cas de systèmes de tri extérieurs en fait, qui ne sont pas forcément toujours faciles d'accès, notamment pour récupérer sa propre production en fait. Donc ça, c'est un point important. Et après, ben aussi, c'est pareil, hein, on est confronté parfois pour la transformation. Alors, je pense notamment pour tout ce qui est pâtes. Hein. Nous, quand on a voulu développer, par exemple, les pâtes aux pois chiches, ben, on s'est rendu compte que avec le matériel que nous avions, ce n'était pas du tout adapté, en fait, puisque on avait alors c'est quelque chose qui ne se produit pas pour les lentilles, hein. On fait de la farine, on fait des pâtes, ça se conserve hyper longtemps, c'est plutôt pas mal. Par contre, pour le pois chiche, on avait un process qui activait en fait des réactions et qui entraîne du coup un rancissement très rapide en fait des pâtes. Donc voilà, et aujourd'hui en fait, ça nécessiterait de pouvoir tester d'autres process peut-être de transformation pour éviter en fait d'avoir ces choses-là en fait. Et en fait, on aurait presque besoin d'avoir un outil un petit peu expérimental avec pas mal de diversité en termes peut-être de type de moulin, pour pouvoir tester pas mal de voies de transformation différentes et trouver la bonne solution. Qui existent, hein, puisqu'il y a on trouve des produits transformés à base de pois chiches, etc. Mais du coup, on est plutôt sur des systèmes qui ne sont pas tellement des systèmes adaptés à de la transformation, on va dire, à la ferme. C'est assez, c'est presque un peu industriel, quoi. Donc, il y a des technologies qui ne sont pas accessibles, en fait, à l'échelle d'une exploitation. Aujourd'hui, vous êtes un peu précurseur sur ces travaux-là. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur d'autres fermes qui auraient tenté l'expérience? Alors, je pense qu'on aurait peut-être intérêt à se rapprocher mais je pense qu'on va le trouver plutôt sur des structures de plus grande taille, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que par rapport en tout cas, à la connaissance que j'en ai sur le côté pâte, par exemple, hein, en termes d'exploitation lambda, alors souvent, hein, c'est sur des exploitations bio, hein, qu'on a cette diversification qui est importante. C'est quand même beaucoup
beaucoup limité à la valorisation de céréales et peu l'utilisation peu l'intégration de légumineuses en fait. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à penser, un outil intermédiaire, on va dire, qui permette de travailler ça sur des échelles un peu plus réduites en fait. Et du coup, par rapport à l'adaptation aussi, je pense notamment au travail de l'équipe dans cette stratégie de diversification, de transformation, enfin voilà, de valorisation jusqu'au bout de la chaîne. Est-ce que ça vous a demandé voilà, des adaptations sur l'exploitation? Ouais, parce que du coup, du coup, on intègre des cultures qui sont aussi, en fait, avant de vraiment d'intégrer cela, on avait en gros deux grands types de cultures avec des implantations d'automne, type céréales, etc. Et puis après, des implantations au printemps, type tournesol, soja, etc. Le fait d'intégrer les lentilles, les pois chiches, ça nous a amené en tout cas d'autres périodes de pointe de travail, en tout cas, qui n'étaient pas forcément, qui étaient un peu nouvelles. Et donc, du coup, ça a un impact indéniable sur tout ce qui est organisation du temps de travail, sachant que voilà, on est amené à changer les habitudes. Implanter du pois chiche fin février, ça nécessite que les parcelles soient prêtes. Et donc, ça nécessite de changer complètement l'organisation. Et ça, c'est pas forcément toujours évident. En tout cas, ça nécessite de re-questionner l'organisation. Alors, à la fois pour le côté semis, mais également pour le côté récolte. On bascule aussi sur des périodes de récolte qui sont nouvelles, qui sont un peu plus tardives, sur fin juillet, voire mi-août, etc. Et donc, ça a aussi un impact sur l'organisation du travail. Et puis, quand je parlais de l'intégration des haricots, par exemple, hein, c'est associé aussi à... Alors, ça a nécessité qu'on puisse réinstaller... on est en bordure de canal, donc on avait une exploitation qui était irrigable, avec un système d'irrigation, mais qui n'avait pas été utilisé depuis 20 ans. Donc, on a remis en état le réseau pour pouvoir relancer l'irrigation. Mais là, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que du coup, c'est à intégrer aussi dans l'organisation. Après, sur l'exploitation, du coup, qui est une exploitation de petite taille, on se retrouve avec plein de temps. Enfin, ça rééquilibre un petit peu. On a des chantiers, des chantiers qui sont beaucoup plus diversifiés. Voilà, donc on a moins de gros pics, mais par contre, du coup, on a nécessité de pouvoir s'adapter pour pouvoir assurer quelque chose de beaucoup plus étalé, en fait. D'accord. Et en termes de matériel, est-ce que ça a demandé des investissements particuliers en dehors de l'irrigation que vous avez remis en place? Il y a des adaptations qui ont dû être faites? Oui, parce que du coup, notamment pour tout ce qui était, il a fallu qu'on adapte un peu nos outils, notamment pour tout ce qui était aussi gestion des adventices, notamment. Donc, on a investi sur une essimeuse qui permettait aussi de gérer, notamment sur les lentilles, en fait, de gérer un enherbement potentiel sur les grandes cultures. Donc, il y a quand même, une adaptation du matériel à avoir pour ça, quoi. Mais c'était surtout par rapport à la préparation et puis gestion des adventices. Ok. Et juste, les surfaces aujourd'hui de légumes secs, ça représente quoi sur l'exploitation? Ça représente, je dirais, peut-être sur le bio, c'est à peu près un quart, je dirais, de l'assolement. Et sur la partie conventionnelle, on essaye aussi d'être à ça à peu près, quoi. Sachant qu'il y a une autre difficulté qui se pose, en fait, c'est qu'on a quand même des délais de retour, normalement, qui sont assez importants, qui
qui sont assez importants à respecter pour éviter du coup le développement d'un cortège de maladies, en fait, de pathogènes. Et on peut être confronté notamment du fait qu'on ait des petites, enfin, on a des petites surfaces, donc on avait aussi un nombre réduit de parcelles, et donc c'est parfois pas forcément évident d'assurer un délai de retour assez suffisant. Alors, sachant que parfois aussi on est obligé, enfin on se prévoit une rotation et une succession de cultures, et on est amené à parce qu'il y a eu telle ou telle chose qu'on n'a pas pu implanter comme on le souhaitait sur telle ou telle parcelle, on est amené à changer de plan au dernier moment, et donc du coup c'est pas forcément, enfin ça on a souvent, enfin on a plusieurs fois été confronté à ça. On souhaite maintenir par exemple des lentilles, mais on se retrouve sur des parcelles où finalement on en a eu relativement récemment, et donc du coup on ne peut pas forcément les intégrer. Ou alors il faut du coup redispatcher les parcelles en parcelles de plus petite taille pour pouvoir avoir suffisamment de délai de retour. Donc ça c'est important, puisque faut éviter en effet de trop densifier en fait les légumineuses sur l'exploitation, pour éviter justement d'avoir des impacts sur la gestion des bioagresseurs, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, est-ce que vous êtes satisfait de l'introduction de ces légumes secs sur l'exploitation? Quels seraient aussi, au-delà, dans le futur, quels seraient les projets qui seraient... Oui, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui nous paraît très important. Enfin, voilà, on a toujours les arguments que je donnais tout à l'heure, que ce soit d'un point de vue agronomique ou d'un point de vue valorisation. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Après, ça nécessite en effet, aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions un peu plus pérennes d'adaptation de tout ce qui est en effet tri et stockage. Et peut-être, voilà, en sachant qu'on ne pourra peut-être pas forcément avoir tout sur l'exploitation, mais donc du coup l'idée c'est d'essayer de le travailler peut-être davantage en collectif avec d'autres agriculteurs, ou peut-être investir nous sur une partie de la transformation, et puis enfin voilà, essayer de peut-être davantage travailler en réseau là-dessus, puisqu'on ne pourra pas se permettre d'avoir tout sur l'exploitation. Par contre, développer un outil qui permette à la fois nous de tester peut-être des choses et qui puisse être au service d'autres agriculteurs, comme c'est le cas actuellement un petit peu sur notre atelier de transformation. On ne l'utilise pas à plein, donc on le met à disposition d'agriculteurs qui veulent se lancer dans la transformation de pâtes, par exemple. Donc là, je pense que c'est des voies qu'il faudrait qu'on avance assez rapidement, parce que ça permet aussi de développer un potentiel de valorisation sur le territoire, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui est le plus compliqué. Et c'est beaucoup, en fait, en effet, de l'adaptation de matériel, en fait. Aujourd'hui, il y a des pistes, justement, avec des exploitations du territoire? Oui, il y a des pistes, puisqu'il y a quand même pas mal il y a pas mal de démarches, en tout cas des volontés de davantage valoriser des productions, alors pas forcément tout, en fait, mais du coup de pouvoir valoriser des productions, alors notamment ça se fait déjà beaucoup sur des exploitations en bio, des petites exploitations bio, mais on a ces démarches qui commencent à émerger aussi sur des exploitations en conventionnel, mais qui mettent en œuvre des pratiques de réduction d'utilisation d'intrants, et qui aujourd'hui n'arrivent pas forcément à valoriser, enfin pour lesquels en tout cas il n'y a pas de débouché existant pour démarquer un peu ces produits de ce qui est collecté habituellement. Donc il y a des démarches qui commencent à émerger, et je pense que il faut s'appuyer là-dessus pour construire des projets peut-être en commun, pour arriver à se donner les moyens de pouvoir à minima amorcer
amorcer ça, quoi. Ok. Merci Sophie. Si tu as encore un petit mot à dire ou on a fait le tour de la question par rapport à la valorisation des légumes secs. Je pense que ouais, s'il y a peut-être un élément, hein, ce qui est très important, si on veut que les légumes secs qu'on puisse davantage les valoriser, c'est que ça nécessite aussi de travailler sur tout ce qui est système alimentaire, en fait. Hein. Donc, il faut être en interaction avec... il faut être en interaction aussi, je pense, avec les consommateurs pour travailler aussi sur la place que peut avoir les légumineuses dans l'alimentation. Alors, ça ne veut pas forcément dire remplacer les protéines animales, hein, mais c'est pas forcément. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi à se réapproprier des graines qu'on n'a plus, qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser. Et donc, du coup, le fait de travailler aussi sur des recettes, alors, au-delà de la transformation, hein, de proposer un produit transformé, travailler aussi sur la façon dont on peut le valoriser. Alors notamment, je pense à la restauration collective parce que c'est important en fait de pouvoir aussi travailler sur ce côté praticité et puis idée. Enfin, il faut donner envie quoi aussi d'utiliser ces produits-là quoi. Donc les pâtes à tartiner, ça peut ouais, les intéresser pâtes certains. les pâtes à tartiner, c'est un truc. Donc, mais là, c'est vrai que c'était. On s'est dit, bon, on n'a pas pu le mener jusqu'au bout puisqu'il y a eu le confinement, mais l'idée, c'était quand même de pouvoir le proposer à la cantine du lycée. Alors, il y avait les pâtes à tartiner sucrées qui pouvaient être proposées même au petit déjeuner, des choses comme ça. Donc, l'idée, c'était quand même d'avoir quand même des légumineuses dans les pâtes à tartiner sucrées et puis des productions locales type miel, etc. Et puis, les pâtes à tartiner salées aussi. Hein, c'est des choses qu'on peut facilement positionner en entrée, etc. sur de la restauration collective et qui font que c'est un côté aussi un peu sympa. Donc on espère qu'on pourra quand même en tout cas présenter un petit peu cette démarche-là et valoriser ces recettes peut-être au printemps. Mais l'important, c'est de pouvoir le partager avec des consommateurs, avec des transformateurs, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui me paraît très important si on veut que ça fonctionne et qu'on puisse vraiment valoriser tout ça. C'est un peu l'objectif du Farm Lab en fait, hein, qu'on a créé sur l'exploitation. C'est à la fois se poser la question de comment on intègre de nouvelles cultures, par exemple, dans les systèmes de culture. Donc, il y a tout un ensemble de questions techniques là-dessus. La question aussi de comment on peut les valoriser. Il y a un champ de recherche, ou en tout cas d'expé sur le côté transformation. Et puis, pareil, il y a tout un champ auprès des consommateurs. Donc, en fait, mettre en lien tous ces éléments-là, ça peut permettre aussi de faciliter l'émergence, en tout cas, peut-être de filières de valorisation un peu plus locales, quoi. Et donc, de satisfaire un petit peu ces objectifs de relocaliser un petit peu notre production et notre consommation. Donc, les légumes secs, c'est vraiment à la croisée des chemins de tous les enjeux qu'on essaye de travailler en agriculture, quoi. D'un point de vue technique, de l'alimentation, d'un projet de territoire local. Ouais. Ok. Oui, tout à fait. Bon, je te remercie. Donc, le témoignage de Sophie Roosevelt souligne vraiment la nécessité, à l'échelle d'une exploitation, de s'inscrire dans une coopération lorsqu'on souhaite diversifier avec les légumineuses et aussi diversifier sa gamme de produits qui sera mise en vente. Donc, cette coopération, à la fois, elle se fait avec des exploitations pour notamment tout ce qui est équipement de stockage et de triage, mais aussi avec des acteurs de la transformation qui permettront d'accompagner l'exploitation à trouver des nouveaux process de transformation et trouver des nouveaux produits qui répondent aux attentes des consommateurs. Et ainsi aussi pouvoir
commercialisés sur différentes voies de commercialisation, notamment là dans le cas du lycée agricole via la restauration collective, donc placer ces produits de légumineuses à graines en restauration collective qui a des contraintes particulières, notamment pour la production des repas, et aussi au travers de la vente au magasin, à la ferme. Donc, on va maintenant passer au second témoignage d'Alain Laribaud, qui travaille à la coopérative Calisol. Donc, cette coopérative, elle est située sur le département du Tarn-et-Garonne et du Gers, et elle rassemble 3000 adhérents, donc agriculteurs, sur cette zone-là. Et donc, c'est en 2001 que la coopérative a souhaité accompagner le développement d'une filière agriculture biologique au sein de la coopérative, avec au démarrage 30 agriculteurs qui souhaitaient mieux valoriser leur production. Donc, Alain Laribaud, il a été la cheville ouvrière de ce projet de valorisation au niveau de la coopérative et aussi de diversification. Au départ, sur la base du blé améliorant, et ensuite les légumineuses sont venues enrichir la gamme de produits au niveau de la coopérative. Donc, dès 2008, en fait, ils ont même développé une marque qui s'appelle Monbio, qui a permis de mieux identifier les légumineuses à graines et toute la gamme au niveau des magasins de vente, et donc faciliter la commercialisation de leurs produits. Donc, cette marque, ça permet vraiment de structurer, de démarrer une structuration de la gamme de produits bio de la coopérative, et vraiment identifier que c'est des produits locaux et avec des agriculteurs qui sont engagés sur ces principes-là. Donc, ils ont aussi, dans ce projet de valorisation, énormément grossi, puisqu'ils sont partis de 30 agriculteurs, et aujourd'hui, il y a 450 agriculteurs qui sont en production biologique et qui contribuent voilà, à produire des légumineuses à graines. Donc, c'est aussi dans cette évolution-là que la coopérative a souhaité développer des outils, notamment de stockage et de triage avec un trieur optique, pour améliorer la qualité de la production. Et elle s'est aussi dotée d'une unité de conditionnement pour justement pouvoir elle-même conditionner en petits, en sachets avec des petits conditionnements. Donc, dans sa stratégie de valorisation, elle a aussi cherché à remettre de la valeur ajoutée en intégrant davantage les maillons de la chaîne qui d'habitude se font plus en aval au sein de la coopérative. Donc, maintenant, on va passer à cette intervention d'Alain Laribaud, et je vous retrouve juste après. Alors, notre gamme aujourd'hui, elle est très large. On a les 4 sortes de lentilles qui existent: la verte, la corail, la blonde, la noire. Et la jaune, c'est de la verte qui est décortiquée. Des haricots rouges, de la zucchini, des haricots blancs, du mungo, des cocos, les deux catégories de pois chiches, des févreux décortiqués, des pois cassés. Voilà pour la partie légumineuse. Aujourd'hui, les légumineuses sous l'activité bio représentent aux alentours de 20 à 25% de la sol. C'est une obligation en bio. Et on parlera peut-être un peu sur la partie conventionnelle, c'est un peu pareil. Si on veut réduire l'utilisation notamment des engrais azotés et avoir un assolement équilibré et des rotations qui tiennent la route, c'est vrai que l'introduction des légumineuses, c'est quasiment obligatoire. Alors, on n'a pas que des légumineuses dans la gamme, on a aussi des graines. Alors, on vend des graines de lin, brun, lin doré, des graines de petit épeautre décortiquées, des graines de grand épeautre, des graines de tournesol décortiquées,
Alors, pour l'histoire, le tournesol décortiqué prend une ampleur folle. Aujourd'hui, le tournesol jusqu'à présent est quasiment importé. Et le fait de décortiquer, de vendre du tournesol origine France, ça nous ouvre énormément de portes. On fait aussi du maïs popcorn, des graines de la chia, c'est depuis 3-4 ans. Et puis on avait fait un stand-by, on s'était un peu arrêté au niveau farine parce qu'on n'était pas suffisamment compétitif. Et on repart en farine avec la société Éticable sous la marque Paysanne d'ici, avec des farines de blé, des potres. Et là, on va développer la farine de pois chiches et de lentilles. Et là, on avait démarré avec de la farine de sorgho qu'on va relancer. Voilà la gamme. Alors, juste avant, là, parce que moi, je trouve la spécificité que tu as, c'est-à-dire que tu n'aurais pas cette marque Monbio, tu n'aurais pas eu ces marchés, on est d'accord que tu n'aurais pas autant diversifié. Non. La diversification, elle est liée en fait à la nécessité du marché, c'est ça? Par rapport à… Voilà, tu as tout à fait raison, c'est lié à la marque Monbio. C'est qu'on s'aperçoit, c'est parce qu'on n'a pas une profondeur de gamme, on n'intéresse pas un acheteur ou un magasin. C'est que si on vend qu'un seul produit, on est mis en concurrence beaucoup plus facilement que si on vend plusieurs produits. Voilà. Aujourd'hui, il y a des produits qui sont tendus et on sait très bien que lorsqu'on fournit du tournesol décortiqué, par exemple, ça nous permet de vendre aussi la lentille, le pois chiche et autres parce que c'est sous la même marque. Voilà. D'accord. Et historiquement, c'est parti sur les légumes secs. Enfin, si je reprends la marque Monbio au départ, dans le début de son fonctionnement, c'était les légumes secs, car pas trop de… Non, on a démarré par la farine. Par la farine, d'accord. On a démarré par la farine parce que bon, c'est vrai que c'était pour nous le plus facile, c'est là où on avait le plus de blé. Le problème, on s'est vite aperçu que on dépendait déjà, on n'avait pas un moulin propre, donc déjà on dépendait d'un meunier, on avait le conditionnement, on le faisait quasiment à la main, on était très très mal au niveau coût de production. Voilà. Donc on avait quasiment arrêté. Et là on repart avec la société Éticable, on repart parce qu'on a un moulin avec qui on travaille en prestation de service, donc on amène notre blé au moulin, on lui paye la prestation, on reprend la farine et on la conditionne sous la marque Paysanne d'ici d'Éticable. Voilà. Et on vend la farine conditionnée Éticable. Cette société se développe très fortement et là aujourd'hui, on est en train de plancher sur le film papier qui nous va pour notre ensacheuse pour utiliser notre ensacheuse automatique, là, la nouvelle, pour ensacher en papier. Voilà. La farine, du moins, s'il faut absolument l'ensacher dans du papier. Voilà, c'est l'objectif et le cahier des charges que nous a imposé la société Éticable. Voilà. Alors, on repart en farine. C'est pas nous, c'est pas Monbio. Hein. Alors Monbio, on va en profiter parce que si on conditionne pour Éticable, on va relancer Monbio, évidemment. Mais c'est grâce à la société Éticable. Et du coup, les légumineuses, en fait, enfin, tout ce qui est légumes secs, qui est parti assez rapidement parce que du coup, là, il n'y avait pas de transformation. En fait, c'était beaucoup plus simple après à gérer. C'était ça l'idée? C'est ça. Ce sont des produits qui se stockent comme une céréale. Et pour nous aussi, ce qu'on a fait, on a tenté quand même de lancer un peu le pois chiche lentille pour avoir des précédents favorables pour nos blés de qualité. Voilà. Alors ça a été concrétisé avec Auchan. Auchan, on fait partie d'une filière responsable. Donc avec Auchan, ça fait 4 ou 5 ans qu'on travaille avec eux. On a signé un contrat tripartite entre nous, Calisol, qui fournissons le blé au moulin de Colagne. C'est un moulin qui vient en Lozère et qui, moulin de Colagne, alimente les boulangeries artisanales d'Auchan. Voilà. Auchan est la seule GMS qui fait du pain sur certains de leurs magasins. Voilà. Et donc c'est vrai que ça nous a donné un peu l'idée parce que dans le cahier des charges, on avait une exigence de protéines. Et c'est là qu'on s'est dit il faut développer des précédents favorables au blé. Bon, le soja, c'est une légumineuse, mais n'apporte quasiment pas de reliquats, malheureusement. Le pois en bio, très difficile à produire.
La Féverole, gros problème de bruche. Voilà. Et entre-temps, bien sûr, on a vu nos agriculteurs qui sont partis avec des mélanges Féverole blé pour monter le taux de protéines. Et bon, ça va. Donc, au départ, ça a été fait pour trouver des précédents qui nous apportaient des reliquats azotés qui pouvaient agir sur la qualité du blé derrière. D'accord. Parce que bon, on a une culture, enfin moi c'est moi personnellement aussi, mais la COPE c'est pareil, on a une culture au blé, quoi. C'est que quand beaucoup de choses se sont déclenchées grâce au blé. Donc, vraiment, les entrées de ces légumes secs, c'était vraiment pour valoriser, du coup, au départ, initialement, en tout cas, pour valoriser les blés bio, quoi. C'est ça. C'était ça, Et la première entrée. et après, bien sûr, c'est que ces légumineuses aujourd'hui, enfin, on voit que leur consommation progresse très fortement depuis 3-4 ans. Hein. Et donc là, maintenant, on a vite vu qu'il y avait un marché hyper captif, où le consommateur est beaucoup plus regardant aujourd'hui sur l'origine, surtout en bio. En conventionnel, je m'aperçois qu'à l'HE, j'espère qu'en HE, les consommateurs réagiront de la même façon. On voit bien quand même que l'origine France est très important. Le consommateur choisit cette origine et on a une consommation de légumineuses qui progresse d'année en année, quoi. On était très en retard. Il y a du potentiel encore. Hein. Voilà. Donc là, c'est une dynamique que l'on a créée. Alors là, la diversification, comme tu l'as dit, était très difficile à mener chez nous, hein, parce que bon, 4 lentilles, 4 stockages différents, des nettoyages qui se font pour éviter les mélanges. Enfin, c'est pas simple du tout. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est vrai que la diversification sur ces légumineuses est vachement importante aussi pour le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur ne va pas consommer toutes les semaines des lentilles. Il va alterner. Il va manger une semaine des lentilles, une semaine des haricots, une semaine du chiche. Donc il faut lui proposer plusieurs types de légumineuses pour qu'il puisse alterner de son côté. Donc là, en surface, si on parle pratico-pratique, sur ce qui est légumes secs, on est sur de la contractualisation pour maîtriser la production. C'est ça pour ça qu'on contractualise, bien sûr. Sur le blé, par rapport au contrat avec Auchan, est-ce que ça vous garantit une pérennité voilà, sur du moyen terme? Tout à fait, ça garantit une pérennité volume. On est en grosse discussion pour la pérennité prix. Voilà, pérennité volume, c'est clair, ils la veulent. Hein. On a frisé la catastrophe il y a 2 ans parce qu'on était à rupture d'épeautre. Et c'est un pain qui est fait de petit épeautre, grand épeautre et blé. Et là, on a frisé la catastrophe parce qu'on n'était pas en mesure à un moment donné de livrer les quantités suffisantes, ce qui fait qu'on arrête la chaîne, quoi. C'est très grave. Hein. Voilà. Donc là, on s'est engagé à livrer un volume mini et au niveau du prix, c'est toujours en discussion. Voilà. Donc là, c'est pas facile du tout. Qu'est-ce qui rentre en compte du coup dans la construction du prix? Alors, il y a les coûts de production, mais derrière aussi, c'est qu'il y a aussi le marché. C'est qu'à un moment donné, si on ne suit pas le marché, on crée un différentiel. Alors là, aujourd'hui, alors bien sûr, on est toujours sur un marché croissant. Si on était sur un marché décroissant, on ne réagirait pas de la même façon. Mais aujourd'hui, on est sur un marché croissant, on a le prix du blé qui est bien au-delà, qui couvre largement les coûts de production et à un prix haut, quoi, intéressant. Donc, si on bloque un prix à un moment donné, si on se retrouve à 100 € tonnes d'écart entre un contrat filière et un contrat et la possibilité à l'agriculteur de vendre, on crée forcément des tensions. C'est là où on a un petit souci pour fixer des prix sur 3, 4, 5 ans. Voilà. Donc, on y travaille parce que je vois quand même qu'il y a aujourd'hui pas mal d'agriculteurs qui sont prêts à signer un prix stable sur quelques années, parce que ça permet quand même quelque part de travailler quand même d'une façon plus sereine et d'être moins opportuniste. C'est tout. Après, c'est un comportement. Hein. Nous, ce qu'on a décidé, c'est clair aujourd'hui, c'est que si on signe un contrat à 3, 4, 5 ans avec un client, en face, on fera signer l'agriculteur dans les mêmes conditions. Voilà. On ne pourra pas faire autrement. Donc, si on ne trouve pas des agriculteurs capables de s'engager sur un prix et un volume, parce qu'il faut aussi les deux,
Donc nous, la partie volume, c'est clair, on en assumera un certain pourcentage. On ne peut pas imposer à l'agriculteur, surtout en bio, de livrer. Donc là, nous, on aura cette part de risque de pouvoir réajuster derrière une certaine partie. Ça, on l'acceptera, on est une COP. Mais après, pour le prix, voilà, voilà. Ça, aujourd'hui, on est en pleine discussion et il n'y a pas qu'Auchan qui souhaite ça. C'est la GMS en général, surtout, parce qu'ils veulent avoir des prix stables, quoi, tout simplement. Ne pas avoir un prix qui varie d'une année sur l'autre et vis-à-vis aussi du consommateur. Voilà, c'est toujours en discussion. Voilà. Donc là, c'est humain. On a toujours cette réaction de réticence lorsque les prix montent. Et on aurait tendance à avoir un engouement à la contractualisation quand les prix baissent. Voilà. Ça, c'est toujours pareil, c'est comme ça. Donc voilà, mais j'y crois. Enfin, moi, personnellement, j'y crois. De toute façon, l'industrie aujourd'hui veut stabiliser le prix de ses matières pour stabiliser ses prix de vente et ses marges. Je pense qu'au prix moyen vendu, parce que là, si on a un prix lissé sur 5 ans contractualisé, aujourd'hui, l'agriculteur là-dedans, dans sa moyenne à 5 ans, stabilise son revenu ou pas? Avec ton expérience aujourd'hui que tu as, on reste sur le bio, peut-être que je te poserai la même question sur le HGE tout à l'heure, peut-être que la réponse sera pas la même aussi, mais du coup, sur la partie bio, aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup, quoi, pour toi encore aujourd'hui, d'aller chercher cette contractualisation et cette sécurisation de prix? On ne se presse pas trop parce qu'on s'aperçoit que les cours sont stables. Quasiment, on est stable à progression, comme je disais tout à l'heure. Donc, on n'a aucun intérêt, aujourd'hui, comme je te disais, comme on est sur on progresse quasiment tout, on progresse ou on stagne, quoi. On ne descend pas depuis une dizaine d'années quasiment. Donc, on n'est pas pressé quelque part. Je veux dire, quel intérêt on a de contractualiser quand on se situe sur un marché de ce type-là? On dit un peu attention parce qu'à un moment donné, on va avoir la courbe qui risque de s'inverser. C'est que lorsqu'on produira plus que la demande, forcément, le prix redescendra. Et c'est là qu'on se dira, mince, c'est dommage, on aurait dû contractualiser. Voilà, c'est le jeu, quoi. C'est malheureusement comme ça. Et c'est une grosse discussion parce que, bon, Équitable, on vient, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle marque Bio Équitable France. C'est une marque, là vous allez voir, la pub va sortir très bientôt. C'est une marque qui a été créée, un cahier des charges qui a été créé par la société Équitable et Biocoop, les deux principales. Aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir 50 ou 60 structures qui ont adhéré et c'est fait aussi pour calculer les justes prix quelque part. Alors, juste prix pour le consommateur, juste prix. Alors là, vous irez sur Internet pour regarder. Mais je trouve, les écrits sont super. Si ça pouvait se mettre en action comme ça l'est écrit, c'est super parce que c'est le juste prix pour le consommateur, le juste prix pour le distributeur, le juste prix pour le transformateur et le juste prix pour l'agriculteur. Et tout ça transparent. C'est-à-dire pour le consommateur. Le consommateur sait à quel prix est rémunéré l'agriculteur. Non, mais ça, c'est super. Ouais. Donc là, nous, on est rentré dans le jeu, on a commencé à travailler nos coûts de production. On a été audité là, par un organisme certificateur. L'organisme certificateur est en train de collecter un peu toutes les façons de travailler de chaque boutique pour en faire une règle, quoi. Une règle qui soit applicable pour tous. Je trouve que c'est bien, quoi. Voilà. Là, ce que tu es en train de dire, tu rentres le volet social dans le bio, en fait. Ce qu'il n'y a pas dans le label de base de l'agriculture biologique, qui est un label juste technique au sens strict du terme. Là, vous voulez rentrer le côté social avec la rémunération de la filière dans son ensemble, en fait. C'est pas nous. Le moteur là-dedans, c'est la société Équitable, quoi. C'est la société Équitable qui est habituée à faire du marché équitable dans d'autres pays, quoi, Amérique du Sud, Afrique, et qui se sont dit à un moment donné, mais
voilà, on fait de l'équitable dans d'autres pays et on ne le fait pas chez nous. Voilà, donc c'est parti de là. Et donc cette approche a séduit aussi Biocoop et c'est vrai que ce sont deux structures qui commencent à peser beaucoup dans la distribution. C'est-à-dire Biocoop dans le circuit spécialisé et Eticab dans la grande distribution. Donc nous, bien sûr, on y a adhéré. Et aujourd'hui, on commence à vendre du Bioéquitable France. Et en vendant du Bioéquitable France, on fournit à notre acheteur la construction du prix. C'est-à-dire, voilà, je te vends du blé à tel prix, mais le blé, ce prix, il vient d'un prix payé à l'agriculteur, d'un coût de stockage, d'un coût de triage et de la logistique. Voilà. Donc ça commence à se mettre en place. Et je pense qu'il va y avoir de la communication vers le consommateur, pour qu'ensuite, derrière, le consommateur, eh bien, le juge, c'est lui, puisse se renseigner et bien vérifier que tout ce qui est dit est appliqué. Voilà. D'accord. Donc ça, cette approche, moi, je la trouve sympa. Les engagements sont forts. On a quand même un certain point à la COP qu'il va falloir aussi qu'on regarde pour vraiment répondre. Quoi. Voilà, il y a quand même des contraintes. Mais bon, c'est l'enjeu. Voilà. Voilà si j'ai bien répondu. Ouais, merci. Ah, c'est super. Donc si on fait ça, là, alors finalement, enfin, s'il y a un Bioéquitable France, si on se met d'accord sur un prix, il y aura des indicateurs, des modulateurs qui feront que le prix évoluera avec des indicateurs qui sera fixé. Voilà. Ce qui veut dire qu'en théorie, l'agriculteur est protégé lorsqu'il signe un contrat sur de la durée. En théorie, on va voir. Reste à ce que tout ça s'applique. Mais bon, dans l'approche, je vous invite à aller voir sur le site Bioéquitable France. Regardez le cahier des charges, lisez-le, c'est quand même bien, c'est sympa. Ouais. Je vous dis que si on arrive à appliquer tout ce qui est écrit, c'est très très bien. Voilà. Voilà pour la partie bio. Voilà, vous avez, c'est tous les conditionnements. Alors, ensuite, l'objectif aussi, pour pouvoir faire vivre un peu notre gamme, c'est toujours tenter d'apporter de nouveaux produits, voilà, à nos clients, quoi, ou de tester avec eux. Voilà, ça aussi, c'est important. Ne pas rester uniquement sur la gamme qu'on a à un moment donné, c'est tenter de trouver ou d'être à l'écoute aussi de nos clients pour trouver d'autres produits. Voilà. Et pour terminer, voilà la photo aérienne du site de Montfort, qui voilà, on est juste à l'entrée de Montfort en venant de Beauvaisin. Voilà. Quasi en pleine campagne. Les élèves, je vous assure, c'est impressionnant à voir. Si vous avez l'occasion d'y passer devant, c'est pas mal du tout. Juste pour revenir par rapport à ça, parce que là, moi, ce que je trouve de plus en plus impressionnant, et tu vois, j'étais pas au courant là sur les derniers, sur encore la salve de diversification supplémentaire que vous allez rajouter là, notamment dans les gammes de haricots, parce que c'est-à-dire que quand même, au niveau des légumineuses, au départ, c'était quelque chose qui servait à la valorisation, on est d'accord, des céréales, notamment du blé, et pour la protéine du blé. Maintenant, la valorisation, elle est d'elle-même, puisqu'on a de la contractilisation qui se vend cher. Je te demanderais peut-être en question une idée du prix d'une tonne. Je te laisse le choix de la légumineuse, mais peut-être pois chiches et haricots, un haricot azuki, par exemple, en prix de vente aujourd'hui, combien c'est pour l'agriculteur. Et par contre, juste avant de ça, c'est l'accompagnement nécessaire. Parce que ce qu'on oublie de dire là, c'est que je pense produire du haricot azuki, c'est pas produire du blé. On est d'accord. Le niveau technique n'est pas forcément le même. Et est-ce que toi, avec le recul que tu as aujourd'hui, comment tu vois à la fois la contractualisation qui va sur ces légumineuses, légumes secs, et l'accompagnement que ça demande? Moi, j'ai presque l'impression qu'on est sur les productions de semences, en fait, des niveaux d'exigence qu'on peut avoir sur du maïs semence.
Après, moi, je vais juste rajouter, parce que peut-être Il faudrait suivre les producteurs comme aussi une production de semences hybrides. Le problème, c'est qu'on n'est pas bon du tout de notre côté, c'est qu'on n'a pas les moyens de pouvoir suivre de cette façon-là. Voilà, aujourd'hui, on a 4 techniciens pour 15 000 hectares, dont plus de la moitié sont contractualisés. On n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Voilà, on n'est pas bon quoi, de ce côté-là. On n'a pas suffisamment investi en technicien pour pouvoir suivre comme il faudrait ces productions. Voilà. Mais comme je te rejoins, faudrait les suivre de la même façon qu'une production de semences hybrides. Voilà, ça, c'est clair. C'est clair. Parce que l'enjeu derrière est important. Alors, quand je vais vous donner des exemples de prix, l'Azuki, c'est 3 000 € la tonne, payé agriculteur. Donc, on est à 500 kg de moyenne, entre 400 et 500 kg de moyenne, avec la possibilité on a certains agriculteurs qui montent à 1 tonne. Vous voyez, suivre les producteurs, c'est gratter quelques quintaux, mais des quintaux Très fortement valorisés. Ouais. Très fortement valorisés. Et ça, aujourd'hui, nos techniciens sont partout et nulle part. Partout et nulle part. On ne peut pas leur demander plus que ce. Bon, enfin, moi, j'ai démarré ma carrière en suivant des productions de semences. Je suivais 500 hectares de production de maïs France. Et c'était beaucoup, c'était énorme. Parce que la norme aujourd'hui, je crois, elle doit être aux alentours de 350. Voilà. Après, bon, c'est pas la surface aussi qui est importante, c'est le nombre d'agriculteurs. Ouais. Voilà, aussi. Mais bon, aujourd'hui, on a, je suis conscient, on ne met pas suffisamment de moyens humains pour le poursuivre. Voilà. Et du coup, juste pour préciser par rapport à ça, parce que est-ce que la difficulté du coup de ces moyens humains explique pour toi les écarts qu'on a entre 500 kg et 1 tonne? Oui, et du coup, forcément, je suppose que ça a aussi un coût au niveau de Montfort, parce que ce qui arrive à Montfort n'est pas de la même qualité, évidemment, entre les différents agriculteurs. Ça, c'est clair. On perd un peu moins parce que c'est qu'on a monté une station de pré-nettoyage. C'est-à-dire que la station de pré-nettoyage permet de remettre à un niveau acceptable le niveau d'impureté pour entrer en station de triage. Voilà, mais là, on a investi sur cet outil. C'est un peu pour répondre un peu à ces productions manquées, entre guillemets. Voilà, c'est clair. Après, on a fait un bio comme un conventionnel, c'est pareil, mais peut-être plus un bio. Ces productions ne sont pas forcément faites pour des exploitations de grande taille. Je veux dire qu'à un moment donné, le mécanique ne fait pas tout. On peut pas tout faire en mécanique. Il y a une part de manuel à faire. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'exploitations qui ne sont pas, qui n'interviennent pas en manuel ou très peu. Bon, ça aussi, c'est la réaction des céréaliers. Bon, un céréalier n'est pas un maraîcher, il n'emploie pas du matériel, il n'emploie pas de la main-d'œuvre. Hein. Ouais, il faudrait employer de la main-d'œuvre pour ce type de production qui se rapproche plus quelque part du maraîchage que de la grande culture. Et voilà. Alors on insiste. Enfin, moi perso, j'insiste pas mal pour ces productions rémunératrices parce qu'elles permettent à des petites unités de pouvoir vivre. Quoi. Quand on se retrouve sur du azuki, du mungo, du haricot gourmet, des choses comme ça, mais ça permet à des petites unités de 40 à 50 hectares de pouvoir sortir des revenus très intéressants. Voilà. Et ça, je dis, on s'entête un peu à garder ces productions-là et on la dirige quand on peut sur ces petites unités parce qu'on est gagnant à tous les niveaux. La petite unité travaille mieux, arrive à faire ses objectifs de rendement, donc être bien rémunéré et nous, on a de la qualité derrière. Voilà. Et c'est vrai que, je pense là, c'est un petit appel aux jeunes, hein, c'est qu'aujourd'hui, s'installer comme agriculteur, quand on voit le prix du foncier, je veux dire, c'est qu'investir ou acheter des surfaces importantes, c'est très difficile. Mais travailler sur 20 à 40 hectares, voilà, c'est accessible et on peut en vivre, quoi.
Et ça, plus en bio qu'en conventionnel, même HAVE. C'est pour cette raison que, je ne vais pas dire qu'on s'entête, mais que ces productions rémunératrices, bon, mais il faut les garder. Et après, derrière, tu as raison, je reviens sur le suivi, l'accompagnement. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour nous permettre aussi de ne pas avoir des charges supplémentaires, faire comme on fait un conventionnel et proposer des prestations de suivi pour que l'agriculteur paye le technicien pour ses conseils un peu particuliers spécifiques, quoi. Il y a ça aussi, je ne sais pas. Enfin là, on n'est pas bon. Ça, j'avoue qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir suivre ces productions spéciales. Après, du coup, moi, ce que je trouve vraiment, ce qui est particulier dans le cas de Calisol, c'est que vous avez construit une stratégie sur en effet des exploitations de petite et moyenne taille, parce qu'en effet, Montfort, pour moi, est taillé, de ce que je comprends, de ce que tu dis aussi, sur des exploitations. Tu vas pas faire du haricot azuki quand tu as 600 hectares sur son exploitation en bio, ça paraît pas forcément simple. Donc du coup, c'est vraiment taillé. C'est un moyen aussi de préserver entre guillemets votre nombre d'adhérents. Cette manière de faire. Aujourd'hui, notre surface moyenne, moyenne en bio, elle est aux alentours de 50 hectares, contre 80 en conventionnel. Voilà. 80 conventionnel, d'accord. Et sachant qu'en conventionnel, en plus, tu comptes les gars qui font de l'arbo ou pas? Parce que ça va. Non, c'est rare. D'accord. Ça n'empêche que chez nous, en grande culture, on a aussi des très grosses unités, de 250 à 300 hectares. Et qui font aussi un peu, qui tentent aussi de faire ces productions spéciales. Mais bon, c'est pas fait pour de toute façon, c'est la maîtrise de ces cultures demande du temps. Et parfois, à un moment donné, l'exploitation de grosses dimensions aussi a des pics de travaux difficiles à assumer. Et à un moment donné, faire des productions de ce type-là, quand l'agriculteur va passer son temps à biner ou à rebiner ou à estimer ces productions-là, il n'est pas sur les autres cultures. Hein. Il faut tout peser, quoi. Faut tout peser. Enfin bon, je reviens à ce que je disais, ces productions-là, pour moi, elles sont faites plus pour des agriculteurs type maraîcher, et type maraîcher, petite surface, forcément. Voilà. D'accord. Et là, quand je vois dans la partie diversification que l'on a mis, c'est clair que ces petits haricots spécifiques, c'est pas de la grosse surface, quoi. Est-ce que vous avez des questions par rapport au bio? Ouais, moi j'aurais une question. Juste, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait la moitié du coup, pour ce genre de culture, comme ce genre de haricots, il y avait la moitié de la culture qui était contractualisée. Pourquoi du coup que la moitié, c'est eux qui veulent pas ou c'est vous qui pouvez pas gérer tout? Ah non, c'est que ouais, je me suis mal exprimé. C'est pour ces productions-là, c'est 100% des agriculteurs qui sont contractualisés et ça concerne la moitié des agriculteurs. Voilà. D'accord. Donc l'autre moitié ne fait pas des productions spéciales. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. On a 50% de nos agriculteurs qui font des cultures spéciales. Et du coup, ce niveau de contractualisation, ça va vraiment, c'est du coup tous les itinéraires techniques, le choix des variétés, etc. Ça va jusqu'à où le niveau d'exigence? Alors l'exigence, ça va, l'agriculteur forcément s'engage à acheter la semence de la coopérative pour que l'on soit sûr que ce soit le produit souhaité. Et ensuite derrière, c'est suivre l'itinéraire technique. Donc, pour certaines productions, on n'a pas de pénalité, pour d'autres, on en a. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui se retrouve avec la présence de certaines adventices est pénalisé. C'est surtout les adventices qui ont des risques sanitaires, type datura, morelle noire, c'est des alcaloïdes toxiques. Et puis après, récolte, on demande à l'agriculteur de ne pas récolter avant notre feu vert, mais on les connaît bien, c'est comme ça, on l'écrit pour se faire plaisir, et quand l'agriculteur décide de récolter, c'est nous qui devons nous adapter. Mais bon, là aussi, c'est que parfois, quand on se trouve comme cette année avec des conditions en fin de cycle très aléatoires, l'agriculteur, quand il a un créneau, il y va, quoi. Et là, il n'attend pas que la coopérative lui donne le feu vert. Enfin, voilà, à un moment donné, on a des limites.
D'accord. Et du coup, enfin, est-ce qu'il y a assez de, pour un agriculteur qui souhaite se diversifier avec ce genre de culture, enfin, est-ce que du coup, il y a assez de de production. tout le monde ou non, justement, ça arrive un peu à saturation? Alors, oui, alors on est forcément limité. On peut pas répondre à la demande de tous les agriculteurs. Ça, c'est clair. C'est que bon, Azuki, Ningo, et je parle d'eux parce que ce sont des productions qui sont rémunératrices, hein. On est limité en surface, hein. On ne peut pas fournir tous nos agriculteurs. Alors, par contre, ce qu'on fait là, on fait la préférence à nos adhérents, quoi. Enfin, 100%. Un agriculteur qui travaille à 100% avec la coopérative est prioritaire par rapport à un agriculteur qui vient chercher que des productions spéciales. Voilà. Et aussi, on a aussi la qualité du producteur, forcément. Un agriculteur qui fait du mauvais résultat systématiquement, et on le dirige sur d'autres productions. Donc, suite à la vidéo d'Alain Lariboud, on voit bien que les légumineuses à graines ont des intérêts importants pour une coopérative, notamment diversifier les systèmes en bio donc la diversification des cultures avec les légumineuses à graines, apporter aussi de la valeur ajoutée pour des exploitations et notamment maintenir des petites structures sur le territoire. Mais aussi, au niveau de la coopérative, ces légumineuses à graines, elles permettent de se différencier et gagner des nouveaux marchés de niche avec des produits de qualité et des produits qui vont être tracés. C'est ce qu'attendent les acheteurs. Donc, néanmoins, cette stratégie, elle a quand même demandé un investissement important de la coopérative qui peut être lourd, et notamment pour répondre à ses engagements de qualité et de traçabilité. Donc, un des points aussi importants pour une coopérative, ça va être de garantir une production stable, donc un volume sur lequel elle va pouvoir se reposer pour vendre et notamment contractualiser avec des acheteurs. Et donc, c'est plutôt au niveau aujourd'hui de la maîtrise technique des producteurs qu'il faut agir, notamment au travers du conseil technique et du suivi technique au niveau de la coopérative. Et ça, c'est vraiment un levier important pour sécuriser le volume de production chaque année et éviter ces yo-yo que la coopérative connaît depuis le démarrage. Donc, pour un troisième témoignage, on a fait intervenir Bruno Lyon, qui est donc directeur adjoint à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Occitanie, et qui s'occupe des questions de transition agricole et de durabilité de l'agriculture en général. Donc, voilà, on laisse la parole à Bruno Lyon. Donc, pourquoi les politiques publiques s'intéressent à la question des légumineuses et pourquoi les légumineuses sont importants dans les schémas de transition, qu'ils soient agricoles ou alimentaires sur lesquels on travaille. Bon, la raison tient au fait que de plus en plus, quand on cherche maintenant à aboutir à des résultats sur des sujets qui sont des sujets de fond, que ce soit la réduction des pesticides, des stratégies plus économes vis-à-vis de la ressource en eau, des stratégies de meilleure valorisation de la biodiversité autour de l'agriculture, mais aussi des stratégies de transition de modèles alimentaires. Plus on travaille sur ces sujets, plus on s'aperçoit que par rapport au passé où on avait tendance à les aborder de manière sectorielle, maintenant on s'aperçoit que les choses sont liées et qu'on ne peut pas obtenir la réduction des pesticides simplement en braquant des outils réglementaires sur l'agriculteur pour qu'il diminue ses doses. Il faut travailler de manière, comme on dit, systémique. C'est-à-dire qu'il y a toute une approche liée au changement de pratique qui est liée aux itinéraires culturaux et à ce qu'on fait dans les exploitations, et notamment aux assolements et les légumineuses. Ce qu'elles nous amènent, c'est une capacité à innover, à ouvrir des portes, c'est-à-dire à se donner des marges de manœuvre sur tout un tas de domaines, parce qu'elles rompent
des schémas anciens où on a des assolements qui sont beaucoup plus courts et finalement des types de production qui sont plus simples. Donc en amenant cette diversité, elle permet d'adapter tout un tas de stratégies. Donc il y a une espèce de consensus actuellement sur le fait qu'introduire plus de légumineuses, ça permet cette variété et ça nous permet justement d'améliorer les résultats sur des dimensions qui vont être les phytos, la gestion de l'eau, la biodiversité, voire le changement climatique. Alors comment on le fait? Finalement, ce qu'on cherche à construire ici en Occitanie, c'est une approche filière, c'est-à-dire là aussi, on ne peut pas laisser les agriculteurs tout seuls à leur niveau chercher les solutions. C'est un partenariat, tout ça. Il faut à la fois qu'on ait des réponses sur les pratiques, c'est-à-dire qu'on sache mieux produire et de manière sécurisée, avec des itinéraires techniques qui sont fiables, mieux produire des légumineuses. Mais en même temps, il faut aussi, et c'est ce qui a pu être dit précédemment, il faut avoir des filières de valorisation, que ce soit par des circuits courts ou des circuits longs. Il faut des innovations dans la transformation et il faut aussi que le modèle alimentaire puisse permettre que progressivement les gens fassent la place qu'il faut à ces légumineuses dans leur alimentation et qu'on ait des débouchés finalement. Donc tout ça, ça se travaille à plusieurs niveaux avec des outils qu'on va avoir en plus en ce moment dans le cadre du plan de relance qui vont nous permettre à la fois d'accompagner ces constructions de filières, c'est-à-dire des partenariats de travail entre acteurs de l'amont et de l'aval pour s'accorder sur des types de produits, des variétés, des qualités, des programmes de recherche, etc. Mais aussi sur des investissements de stockage, de transformation, aussi sur des innovations de processus pour traiter ces produits. Donc tout ça, ça fait partie de choses que l'État peut accompagner avec les autres acteurs, que ce soit la région, les agences de l'eau. Donc on a des moyens financiers à mettre dans ces stratégies d'innovation. Et ce qui est le plus compliqué finalement, ce n'est pas tellement de mettre des moyens financiers, c'est surtout de construire les partenariats qui vont faire émerger les projets. Et c'est pour ça qu'on travaille notamment avec le projet FILEG en Occitanie, qui vise à permettre la rencontre de tous les acteurs concernés, que ce soit de la production, de la transformation, mais aussi de l'aval et de la distribution, autour peut-être d'un schéma territorial pour que faire des légumineuses à l'échelle du territoire de l'Occitanie, ce soit une vraie stratégie partagée, peut-être avec une image de marque, avec une image de qualité produit, avec des vrais cahiers des charges derrière et avec un impact territorial, et qu'on puisse assembler tout ça sous la forme d'une stratégie lisible, peut-être avec une marque qui serait reconnue régionalement, nationalement, pourquoi pas mondialement, et qui montre qu'on a un territoire engagé, et que ce territoire engagé, non seulement il crée de la valeur pour les producteurs et les filières, mais en plus, il en profite d'une certaine manière pour résoudre certains problèmes liés à l'usage des phytos, à la gestion de l'eau, à la biodiversité, au changement climatique. Donc c'est finalement une nouvelle approche très intégrée de l'action publique et de l'action privée. Finalement, c'est du partenariat public-privé qu'on essaie de constituer autour de ces projets et qui est sûrement porteur d'avenir et fait sens dans l'innovation de l'action publique aussi. Donc, au travers de l'intervention de Bruno Lyon, très intéressante, on voit que les pouvoirs publics se repositionnent différemment au travers notamment des légumineuses à graines. Et donc, ces légumineuses à graines, elles sont vraiment identifiées par les pouvoirs publics comme des leviers au service de la transition agricole et de la transition alimentaire. Donc, c'est pour ça que les pouvoirs publics souhaitent s'investir pour accompagner les acteurs de la fourche à la fourchette à l'intégration de ces légumineuses, et notamment au travers du rapprochement des acteurs, des filières, qui va permettre en fait de mieux comprendre les besoins et les contraintes de chacun dans son activité, et du coup de développer des stratégies gagnant-gagnant
pour l'ensemble des acteurs et permettre l'introduction et la valorisation de ces légumineuses à graines. Un des points qui est important, notamment dans une meilleure coopération des acteurs, on l'a vu avec les deux interventions précédentes, c'est notamment de pouvoir derrière mutualiser des équipements ou même de réaliser de la contractualisation entre les acteurs. Ça va permettre en fait de partager les coûts et de réduire les risques, notamment économiques, à l'introduction de ces légumineuses à graines et aussi donc, pour soutenir les nouvelles pratiques mises en œuvre. Donc, ce qu'on a pu voir aussi dans cette dernière vidéo, c'est notamment un des points importants sur lequel on peut se reposer avec les légumineuses à graines, c'est cette question d'image. Donc, ces stratégies autour des légumineuses à graines, elles peuvent permettre vraiment de reconquérir une image des agriculteurs et de l'agriculture auprès des citoyens consommateurs. Donc, ces agriculteurs et cette agriculture, elle est revalorisée aussi en termes d'image parce qu'ils vont contribuer à répondre à certains enjeux vraiment essentiels sur les territoires, des enjeux environnementaux, des enjeux économiques et des enjeux sociétaux, notamment des enjeux autour de la transition alimentaire. Donc, voilà ce qu'on souhaitait vous proposer sur ce webinaire. Donc, on espère que vous aurez appris quelques petites choses. Et en tout cas, merci à tous les intervenants qui ont permis de la réalisation de ce webinaire. Donc, Frédéric Robert pour l'introduction, et puis ensuite pour les interventions, Sophie Roosevelt, Alain Laribaud et Bruno Liot. Merci et à bientôt.